C'est justement pour dresser un bilan du parcours, mais aussi qui est très important d'apporter à chaque fois, à 100 jours de gestion de toute autorité, il est toujours une question justement de faire un petit bilan. Et ce bilan aujourd'hui, M. le maire de Sceaux va se prêter certainement à vos questions, mais avant, il y aura une communication, histoire de planter le décor. Ici, maintenant, dans cette salle, vous voyez à ses côtés, monsieur le chef de cabinet, monsieur le conseiller principal et monsieur le conseiller juridique. Donc, sur ce, beaucoup de médias sont là, monsieur le garde des Sceaux. Nous allons vous demander de bien pouvoir accepter de prendre la parole pour votre communication. Et juste après, nous allons, si vous inquiétez bien sûr, donner l'opportunité à ces journalistes de poser des questions sur votre gestion de ces 3 élogieux mois que vous avez vraiment accompli avec beaucoup de brio, beaucoup d'abnégation. Et aujourd'hui, force est de reconnaître que ce travail a sous peu de temps apporté parce que vous avez pu justement organiser quelque chose que beaucoup pensaient irréalisable il y a 13 ans et que vous avez pu organiser. Et aussi, au-delà, vous avez informé justement à tout un chacun de pouvoir bénéficier de la justice en faisant adopter les textes de loi après un travail abattu aux différents cadres du département. Monsieur le ministre, je pense que l'heure n'est pas trop de commentaires, mais nous allons vous donner la parole pour que vous vous exprimiez. Merci, chers confrères, et de passage, pardon, mettons les deux points au monde du peuple, s'il vous plaît. Merci, monsieur le chargé de communication du ministère de la Justice, monsieur le chef de cabinet du ministère de la Justice, monsieur le conseiller principal, monsieur le conseiller juridique. C'est dans cette salle, il y a à peu près 3 mois, que j'avais pris des engagements devant l'opinion publique nationale et internationale suite à ma nomination à la tête du département du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, de décliner les orientations stratégiques de ce département à court, moyen et long terme. Alors, puisqu'il est nécessaire à chaque fois, lorsque vous gérez un département, de faire un bilan à mi-parcours, c'est cette raison aujourd'hui qui me pousse à me prêter à cet exercice du bilan des 100 jours. Je n'ai pas la prétention d'avoir accompli l'ensemble des objectifs que je me suis assigné depuis ma prise de fonction. Mais il faut quand même remercier l'ensemble des cadres du département de la justice, avec qui nous travaillons d'arrache-pied pour mériter la confiance de M. le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, colonel Mamadi Doumbouya. Il vous souviendra que le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme que je suis, pendant cette transition, je suis le 3e ministre
après Mme Yali, M. Alain Mouriba, à pouvoir prendre la destinée de ce grand département. Lors de notre prise de fonction, avec mes cadres bien entendu, nous avons procédé à l'identification de différents problèmes d'ordre institutionnel, mais également liés à tout ce qui est des questions de fonctionnement des juridictions, bref, des questions de droits de l'homme. Il vous souviendra que je me suis fixé depuis ma prise de fonction pour objectif de lutter contre l'impunité, la corruption. Bref, je me suis fixé comme objectif de doter le département de la justice d'une politique pénale du gouvernement, mais aussi d'une politique pénitentiaire. Ce qu'il faut quand même relever tout de suite, c'est que dans un bref délai, nous avons pu doter du département de la justice un document de politique pénale du gouvernement, mais aussi une politique pénitentiaire. Parce que depuis l'indépendance de notre pays, la Guinée ne s'est pas dotée de véritable politique pénitentiaire. Depuis 1958. Vous regardez aujourd'hui l'état de nos structures pénitentiaires. Je veux parler des maisons centrales, des maisons d'arrêt, des prisons civiles. Vous vous en rendez compte tout de suite que, au niveau du département de la justice, les questions d'infrastructures judiciaires et pénitentiaires ont été souvent reléguées au second plan. Pourquoi? Il faut avoir le courage parfois de dire les choses telles qu'elles sont, sans exagérer. C'est que les différents marchés d'infrastructures du département de la justice ont été à un certain endroit teintés des démarches qui ne sont pas en adéquation avec la loi relative au code des marchés publics. Vous avez eu certainement à suivre au fil de l'évolution de mon passage là les différentes injonctions de poursuite judiciaire que nous avons engagées par rapport aux différents cas de corruption que nous avons constatés par-ci, par-là, autour, bien entendu, de l'octroi des marchés concernant les infrastructures. Cela nous a permis également, dans le cadre de la lutte contre l'impunité, d'organiser le procès historique. Ce que moi d'ailleurs je qualifie le procès de la rupture contre l'impunité relative à des crimes de masse. Ce procès ne pouvait pas avoir lieu sans la politique du gouvernement à œuvrer, à lutter contre l'impunité sous toutes ses formes. De passage, il faut remercier encore une fois de plus Monsieur le Président de la Transition, chef d'État, pour avoir quand même, avec humilité et abnégation, donné des instructions claires et précises à mon département, nous demandant d'organiser le procès du 28 septembre. Nous avons procédé en un temps record au toilettage des textes. Il existe des organes qui s'occupent de l'organisation de ce procès. Je veux parler par là du comité de pilotage, le comité technique
et l'unité de gestion, qui constituent les trois organes principaux dont les activités ont abouti à l'organisation de ce procès du 28 septembre. Ces toilettages ont permis d'avoir des rencontres avec les partenaires bi et multilatéraux pour venir discuter de l'orientation, de l'aide qu'ils peuvent apporter en termes d'appui à notre pays. C'est ce qui nous a conduit à avoir plusieurs rencontres avec les représentants des ambassades, notamment l'ambassade des États-Unis, de la France et les représentants de l'Union européenne. Mais puisque notre pays s'est illustré dans les temps comme un pays de promesses, mais qui ne parle pas même des actions concrètes, les partenaires avaient du doute à pouvoir accompagner le département de la justice par rapport à la tenue du procès du 28 septembre. C'est quelque chose quand même qu'il faut, si vous voulez avoir le courage d'admettre que nous avons déjoué ces pronostics parce que, tel que ça a été décrit dans notre calendrier et l'engagement que nous avons pris devant la communauté internationale lors de notre visite à Genève, lors de la session du Conseil des droits de l'homme, il y a eu plusieurs recommandations auxquelles la Guinée n'avait pas jusque-là honoré, parmi lesquelles figurent en bonne partie les recommandations faisant obligation à l'État guinéen d'organiser le procès du 28 septembre. Aujourd'hui, c'est une étape franchie. Nous n'allons pas résumer notre bilan à l'organisation de ce procès, d'où le deuxième volet de notre bilan, qui n'est rien d'autre que l'adoption des différentes lois que nous avons pu présenter d'abord en conseil interministériel, puis en conseil des ministres, et finalement, lesquels projets sont passés devant le Conseil national de la transition. Il s'agit dans un premier temps le projet de loi relatif à la modification de certaines dispositions du Code de procédure pénale. Comme vous le savez, notre pays, la République de Guinée, s'est doté d'un nouveau Code de procédure pénale et de Code pénal depuis 2016. Mais très malheureusement, les dispositions de ces deux codes, c'est-à-dire particulièrement le Code de procédure pénale, qui renvoie à les textes d'application que sont tantôt des arrêtés et des décrets, aucun de ces arrêtés n'a pu être pris en compte pour mettre en œuvre l'application de ces dispositions. Ce qui faisait en quelque sorte qu'il y avait une cacophonie dans l'interprétation de la mise en œuvre de ces dispositions. Quand vous prenez par exemple l'habilitation des officiers de police judiciaire, la commission d'habilitation qui devrait permettre à ces officiers d'être habilités, qui devrait être pris sous la base de l'arrêté conjoint des ministres de la Sécurité, de la Défense et de la Justice, cette commission n'existait pas. Mais aussi, dans le cadre même de ce projet de loi, le CNT a accordé sa confiance au département de la justice en l'adoptant à son unanimité. Et aujourd'hui, le décret d'application de cette loi a déjà été transmis à M. le Président de la Transition, et dans les jours à venir, ce décret va être signé. Mais au-delà de ça, nous avons doté la République de Guinée de ce qu'on appelle la loi portant protection des témoins, des victimes et des personnes à risque. Vous savez, lorsque vous prenez le procès pénal suppose un procès
où il y a une transgression de la loi pénale, donc violation de la loi. Les personnes qui sont témoins des faits incriminés sont souvent exposées sans aucune protection. Mais en République de Guinée, le cadre légal de leur protection n'a jamais été déterminé. Quand vous prenez un témoin qui vient témoigner, qui se dit qu'il n'a aucune garantie sécuritaire de protection, ce témoin ne viendra jamais devant la juridiction. C'est la même chose que les victimes ou les parties civiles, qui ne se sentiront pas en sécurité, ne peuvent pas en aucun cas venir faire une déposition de manière libre devant les tribunaux statuant en matière correctionnelle, contraventionnelle ou criminelle. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et l'agréable plaisir d'informer le peuple de Guinée qu'en République de Guinée, la loi portant protection des témoins, des victimes et des personnes à risque a été promulguée par son Excellence Monsieur le Président de la Transition et ça a été inséré dans le journal officiel. Troisième élément, c'est par rapport au projet de loi portant aide juridictionnelle. Vous savez, depuis toujours, je veux parler, si vous regardez un peu la genèse, le premier code de procédure pénale qui remonte, sauf erreur de ma part, 1998, il était toujours dit quelque part que l'aide juridictionnelle devrait permettre à tout citoyen n'ayant pas les moyens de pouvoir quand même voir son action en justice. En d'autres termes, avant l'adoption de ce projet de loi concernant l'aide juridictionnelle, les personnes dont les ressources financières ne les permettaient pas d'accéder à des juridictions ne pouvaient pas le faire et étaient obligées d'abandonner leur procédure parce qu'elles se disaient que vouloir engager ma procédure devant les juridictions, cela pourra entraîner des effets vraiment pécuniaires qui ne sont pas nécessaires pour celui qui n'arrive même pas à assurer ses frais de transport. Comment ce dernier peut être amené à payer des consignations fixées par les juridictions qui souvent sont fixées à des prix qui sont vraiment exorbitants. Aujourd'hui, à travers ce projet de loi qui a été adopté à l'unanimité par les honorables conseillers du Conseil national de la transition, on peut dire aujourd'hui que nous venons de faire une véritable rectification institutionnelle en dotant désormais notre pays d'une loi portant aide juridictionnelle. Dans les jours à venir, il va quand même pour nous de préparer des projets de loi pour la mise en place des bureaux d'aide juridictionnelle avec toutes les conditionnalités de l'avitaillement de ce fonds qui va être mis en place, qui sera alimenté principalement par le budget national, des dons et legs, toutes les ressources que l'État peut affecter, l'État peut plutôt affecter à ce fonds d'aide juridictionnelle qui va être géré par un établissement à caractère public, un EPA. Donc c'est pour vous dire que lorsque nous avons terminé de pouvoir adopter aujourd'hui ces textes de loi, la plus grande difficulté devant laquelle on s'est retrouvé n'est rien d'autre que la tenue des audiences criminelles. Vous savez, la dame Massila, qui a été victime de viol collectif, son dossier est en train d'être jugé aujourd'hui par le tribunal de Mafango. Vous avez vu également d'autres cas qui ne sont pas, si vous voulez, connus du grand public, mais avec notre politique aujourd'hui de pouvoir désengorger des prisons et d'assurer la diligence dans le traitement et le jugement des affaires criminelles, les juridictions sont en train aujourd'hui d'organiser ces audiences criminelles sur toute l'étendue du territoire. Au-delà de ça, ce que nous avons réussi à faire,
c'est la moralisation surtout de l'institution judiciaire. Je me rappelle, pas plus tard avant-hier, une magistrate qui était venue pour des salutations de courtoisie n'a pas manqué de me dire qu'aujourd'hui, en République de Guinée, même si un magistrat voudrait prendre de l'argent parce qu'on lui a donné, ce magistrat va réfléchir désormais 2 fois avant de prendre l'argent. Pourquoi? Parce que dans la tête aujourd'hui de tous les magistrats, l'éthique, la déontologie, qui sont des vertus sans lesquelles on ne peut parler d'une magistrature responsable, est aujourd'hui d'actualité et que le département de la justice, à travers l'inspection des services judiciaires, c'est à œuvrer pour qu'il y ait ce qu'on appelle des contrôles, des inspections inopinées, la remontée des informations et des dénonciations qui aboutissent toujours, si ces faits sont établis, à des arrêtés de suspension que vous suivez au quotidien. Au-delà aujourd'hui de la moralisation des institutions judiciaires, nous nous sommes dit aussi qu'il faut quand même opter pour la formation des magistrats. Pour nous, cette formation en République de Guinée et partout à travers le monde est de 2 ordres. Vous avez la formation initiale et vous avez la formation continue. La formation continue, vous me permettrez de m'accentuer que sur ça, parce que la formation initiale suppose que tous qui sont devenus magistrats aujourd'hui ont suivi quand même la formation initiale du siège de parquet et d'instruction. Donc on ne peut pas parler de formation initiale maintenant là, mais on peut parler de formation continue pour ces magistrats. Nous avons quand même remarqué que ça fait plusieurs années où on parle de la formation continue et le maintien de la compétence professionnelle au niveau des magistrats. Mais jamais le département de la justice n'a pu quand même concrétiser une telle démarche à travers la formation. Aujourd'hui, avec les 100 jours que nous avons passés, nous avons pu former des magistrats sur des questions spécifiques, notamment sur la traite des personnes. Nous avons pu mettre en place une série de traite des personnes qui est gérée par monsieur le conseiller principal qui est là et pourra en dire 2 mots. Ça peut vous dire que cette question spécifique de traite aujourd'hui, notre département de la justice a pu quand même faire des efforts en dotant l'institution de tout ce qui est comme organe de lutte contre la traite des personnes. Ce qui constitue aujourd'hui une très grande avancée en termes de bilan. Mais au-delà de ça, on a doté le département de la justice d'un arrêté qui vise la création de lutte contre la drogue. Vous avez remarqué que tout récemment, la République de Guinée a incinéré plus de 3 tonnes de cocaïne, quand même bien parfois pour des raisons de banalisation des actions du gouvernement. D'aucuns ont pensé que ce sont les vieilles pratiques qui ont refait surface, c'est-à-dire on procède à la saisie des produits tels que des cocaïnes et entre-temps on dissimule ça pour les remplacer à des farines. Je peux leur dire que c'est vrai quand vous êtes dans un pays où tout le monde ment, où beaucoup ont menti, la crise de confiance étant, on les concède. Mais ce qui est clair, et qu'il faut quand même accepter de dire et de reconnaître, c'est que nous avons fait également la lutte contre la drogue et autres, notre priorité en mettant en place ce comité. Ce comité est composé de tous les services de sécurité, de la gendarmerie et de la police, qui s'occupent aujourd'hui de la lutte contre la drogue. C'est pourquoi vous remarquez, actuellement, il y a beaucoup de saisies de cocaïne au niveau de l'aéroport et tout ce qui en suit. Quand j'entends certaines personnes dire que les services de sécurité qui saisissent ces quantités de cocaïne, que la Guinée ne fait pas d'efforts, ça j'en ris quand même. Parce que si les services de sécurité ont la capacité, en collaboration avec les services judiciaires, de détecter et de saisir ces produits prohibés sur le territoire guinéen, c'est parce que cela traduit bien entendu la volonté du gouvernement à lutter
très efficacement face à ce fléau qui avait placé notre pays dans un passé récent comme étant la plaque tournante de la vente de la cocaïne dans la sous-région ouest-africaine. Aujourd'hui, au-delà de la mise en place de ce comité de lutte contre la drogue, nous avons fourni aussi beaucoup d'efforts en matière d'infrastructure. Quand j'appelle l'infrastructure, il faut voir l'infrastructure judiciaire, mais aussi pénitentiaire. Vous prenez le cas de Koya. Il vous souviendra, lorsque j'étais procureur général, et souvent j'aime citer cela en exemple, parce que ça illustre un cas parmi tant d'autres des questions de détention de notre pays. Vous prenez le cas de Koya, qui manque d'une prison civile. Il y avait tout simplement les cas de décès par manque d'oxygène. C'est-à-dire que les gens sont en prison par manque d'oxygène au niveau du cerveau, décès. Parce que tout simplement, pas d'infrastructure. Les taux de mortalité en milieu de détention, particulièrement au niveau de Koya. Ce n'est pas le seul cas. Nous avons, pour remédier de manière définitive à cette question d'infrastructure, nous nous sommes dit, en collaboration bien entendu avec le service en charge des questions de marché public, nous nous sommes fixés comme ambition la rénovation dans les prochains mois, la maison centrale de Conakry, la maison centrale de Kidia, qui, il faut dire aujourd'hui, sont dotées des caméras de surveillance qui ont permis de réduire aussi les cas d'évasion au niveau de ces prisons. Mais au-delà de ça, nous nous sommes inscrits dans la formation des gardes pénitentiaires. Il faut quand même reconnaître que le corps des gardes pénitentiaires n'a pas été toujours considéré parmi des corps paramilitaires dans notre pays. C'est le lieu de remercier Monsieur le Président de la Transition qui aujourd'hui est en train de réfléchir sur leur situation pour leur permettre dans les prochains jours de bénéficier des grades comme tous les autres, de bénéficier de l'application de leur statut pour leur permettre quand même de connaître aussi, si vous voulez, de connaître aussi un tout petit peu une amélioration de conditions de travail, mais aussi de leurs conditions de vie. Donc, ils ont suivi la formation à travers la troisième promotion. C'est ce qui nous a permis aujourd'hui de procéder à la sécurisation professionnelle du procès des événements du 28 septembre, qui pour le moment, sur le plan sécuritaire des détenus, n'a connu aucune fausse note. Cette formation doit continuer, parce qu'au-delà de la formation commune de base que ces gardes pénitentiaires peuvent acquérir, il est important pour nous de les envoyer au niveau du centre de formation judiciaire pour une formation aussi professionnelle. C'est-à-dire qu'un garde pénitentiaire qui ne connaît pas le droit pénitentiaire, le droit des détenus, leurs droits, leurs obligations, cela veut dire que quelque part, son travail se limitera seulement à la garde de ses détenus. Or, si vous regardez dans toutes les prisons de notre pays aujourd'hui, les difficultés d'infrastructure et des ressources humaines sont des éléments qui nous poussent aujourd'hui à solliciter auprès du gouvernement, puisqu'on en a déjà parlé à M. le Président de la Transition, avec l'appui bien entendu de M. le Premier ministre du gouvernement, à permettre à ces stagiaires qui ont servi pendant 10 ans auprès de l'administration pénitentiaire pour combler l'effectif, à ce que ceci-là soit engagé, tel que le résultat du protocole d'accord qui a été signé entre le département de la justice et la commission de ces gardes pénitentiaires. Aujourd'hui, ils ne sont pas en marge. L'État est en train de réfléchir comment améliorer également les questions de l'avitaillement du riz et tout ce qui en suit. Au-delà de ça, nous nous sommes dit que certes, nous avons pu quand même atteindre en peu de temps des objectifs, mais il sera nécessaire aussi, à moins terme, de se lancer dans une perspective d'action basée sur le résultat. C'est-à-dire, nous nous disons qu'à partir du mois prochain, c'est-à-dire nous sommes le mois d'octobre, à partir du 1er
du 1er novembre, nous fixons pour ambition de préparer le recrutement de 100 magistrats et de 100 greffiers. Pourquoi? Vous savez, l'année dernière, je veux parler de 2021, Monsieur le Président de la Transition a pu prendre le décret pour permettre aux magistrats de faire valoir leurs droits à la retraite. Il y a eu 41 magistrats qui sont partis à la retraite. Cette année, à partir du 1er janvier, il y aura 22 magistrats qui vont partir à la retraite. Ce qui veut dire que cela va avoir pour conséquence quoi? Cela va avoir pour conséquence le manque du personnel judiciaire. Parce que quand vous prenez le ratio de magistrats par tête d'habitant, un magistrat c'est pour 1000 habitants. Aujourd'hui, la République de Guinée ressemble au nombre de combien? Quand vous regardez l'effectif des magistrats, ça ne dépasse pas les 390. Sans compter que parmi les magistrats, il y a des personnes qui sont invalides pour des raisons de santé et tout ce qui en suit. Donc, c'est un véritable défi qui est lancé au département de la justice en termes de ressources humaines et tout ce qui en suit. D'où la nécessité pour nous de pouvoir recruter ces auditeurs de justice et éventuellement ces élèves greffiers qui vont être formés pour pouvoir combler le déficit. Il y a une situation particulière qui sera discutée d'ailleurs autour de ce recrutement, c'est par rapport à la question relative à l'âge. Parce que vous ne resterez pas sans savoir qu'en République de Guinée, parmi les conditions d'accès à la profession de la magistrature, l'âge quand même c'est 35 ans. Mais quand vous regardez aujourd'hui, depuis qu'on a dit 35 ans, beaucoup se sont livrés à des actes de falsification de leurs diplômes et autres, parce qu'ils se disent qu'ils ont des ressources et des potentialités intellectuelles pour pouvoir compétir et être des bons magistrats. Nous nous sommes dit qu'il est nécessaire de porter la question d'âge en conseil interministériel et en conseil des ministres pour lever la question d'âge et permettre à tous les Guinéens qui ont ce qu'on appelle la bonne moralité de pouvoir être comptés parmi des futurs magistrats et des futurs greffiers dans notre pays. Donc, si vous voulez de manière générale, sans rentrer tout dans les détails, voici en quelque sorte ce qu'on pouvait dire de manière exhaustive, le bilan des 100 jours, et que très prochainement, nous allons procéder à ce qu'on appelle la visite de terrain de la race Guinée jusqu'à Guinée forestière pour recueillir davantage les éléments à partir desquels nous allons travailler pour concevoir un plan d'action d'ensemble sans lequel nous ne pouvons vraiment mener à bien notre mission à la tête de ce département. C'est le lieu de remercier l'ensemble des cadres qui ont œuvré à ce que toutes ces réussites en termes d'objectifs a pu quand même être constatée. Et aujourd'hui, la confiance de la justice des justiciables, on ne peut pas mesurer. Cela est une question relative parce que la demande des citoyens vis-à-vis de la justice, elle est nombreuse. On ne peut pas dire qu'on est totalement satisfait de tout ce qui est en train d'être fait par rapport à ce qui reste, mais l'espoir est permis que nous continuerons à produire les effets à travers tout ce qui est comme effort que nous allons fournir avec tous les cadres du département, avec tous les partenaires techniques et financiers du département de la justice, la primature, la présidence de la République, chose qui va nous permettre très certainement de pouvoir encore continuer davantage. J'ai prévu un petit document pour vous dans lequel vous pouvez voir les éléments sur lesquels nous avons fondé nos 100 jours en termes de bilan. Je vous remercie. Merci, M. le Président, pour cette brillante présentation. Nous allons donner la parole aux journalistes, justement pour poser des questions de compréhension.
intervention. Alors, nous allons commencer avec Pierre-Louis Moussa. Bonsoir, merci de me donner la parole. Je voudrais moi demander, si vous demandez à M. le garde des Sceaux de faire un bilan en termes de lutte contre l'impunité, quelle serait votre réponse? Merci pour la question. Merci pour la question. Vous savez, chaque fois vous suivez à travers le département de la justice les différentes injonctions faites par le département. Aujourd'hui, force est de constater, puisque beaucoup le disent, c'est l'occasion quand même de faire la précision. On dit que le ministre de la Justice donne beaucoup d'injonctions au procureur, mais que finalement, à quoi servent ces injonctions? Aujourd'hui, à travers ces injonctions, si vous comptabilisez sur 12 injonctions données, aujourd'hui, plus de 700 ont permis d'aboutir à des indices concordants qu'il y a eu des cas de corruption et de détournement et ont permis de traduire les personnes concernées soit devant la CRIEF, soit devant les tribunaux de droit commun. Tout récemment, vous avez suivi le dossier de Bilao. C'est nous qui avons donné l'injonction autour de ça. Il y a encore d'autres dossiers. Vous avez vu le dossier concernant le tribunal de commerce, concernant certains magistrats. Vous avez vu d'autres dossiers aujourd'hui qui, au niveau de la CRIEF, sont en train aussi d'être jugés. Donc, c'est pour vous dire aujourd'hui, que ce soit les crimes économiques ou les crimes de sang, la priorité aujourd'hui de mon département, parce que c'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, qu'est-ce qui fait la spécificité du ministre de la Justice par rapport aux autres ministres? Quand vous prenez le ministre de l'économie, il ne s'occupe que des questions économiques. Mais quand vous prenez le ministre de la Justice, au-delà de ses attributions telles que prévues par la loi organique de son département, le ministre de la Justice, sous le fondement de l'article 37 du Code de procédure pénale, est celui qui fait la conception de la politique pénale du gouvernement. Et c'est lui qui est chargé de la mise en œuvre de cette politique pénale. Et si aujourd'hui, le gouvernement s'est inscrit dans la logique de lutter contre l'impunité, cette question ne peut pas être détenue par un autre ministre que si ce n'est le ministre de la Justice. Un ministre de l'économie, s'il constate les faits de corruption, il ne peut pas enjoindre d'engager des poursuites. Mais lorsque les faits de principe sont portés à la connaissance du ministre de la Justice, la loi lui permet, sous le fondement de l'article 37, d'enjoindre au procureur d'engager des poursuites judiciaires ou de faire engager, de saisir telle ou telle juridiction de telles réquisitions qu'il juge opportunes. Aujourd'hui, la lutte contre la corruption a fait que le ministre de la Justice est perçu aujourd'hui comme celui qui se fait passer pour le procureur. Souvent, les gens le disent, hein? Mais c'est mal connaître parce que dans notre pays, les gens n'ont jamais exercé leur attribution. C'est-à-dire, c'est nouveau de voir un ministre de la Justice engagé des poursuites alors qu'on va dire, mais pendant tout ce temps, d'autres sont passés, ils ne l'ont pas fait. Je ne laisserai aucune partie de mes parcelles de pouvoir sans les exercer. Je dis encore à tout le monde, que ce soit ce gouvernement, que ce soit les dossiers passés, lorsque le département de la justice est informé des cas de corruption, on réagira conformément à la loi. Aujourd'hui, c'est notre credo. On ne saura exempter cela pour quelque raison que ce soit.
Merci, monsieur le ministre. Une deuxième question. Monsieur, présentez-vous en même temps. Présentez Monsieur le ministre, lors de votre passage à Foya, dans le cadre de la surveillance, il a été à la prison civile de Foya où les détenus étaient dans une situation lamentable, tout même c'était très pathétique ce jour-là. Où en est-on avec cette situation? Merci. Vous savez, il faut être sincère parce que tout ce que nous disons va être archivé et l'histoire retiendra de chacun de nous tous ce que nous aurons posé comme acte dans l'intérêt supérieur de notre pays. Monsieur le journaliste, il faut quand même reconnaître que nos prisons, je veux parler des maisons de détention, ne répondent pas aux standards internationaux. Pour 300 personnes aujourd'hui à la maison centrale, vous demandez à monsieur le directeur de l'administration pénitentiaire quelle est la population carcérale à ce niveau. Vous allez vous dire que cela est vraiment inadmissible. Le président de la transition, comme il l'a dit, parce que si vous n'admettez pas qu'il y a un problème, vous ne pouvez pas corriger. La fièvre n'est pas une maladie. La fièvre annonce le palu. Si vous traitez le palu, la fièvre disparaît. De vraiment les domaines où on doit construire des prisons. Allez à Yorokogia, où on a déjà fait sortir des montants pour, dit-il, des frais d'études. Frais d'études alors que le site, personne n'a été sur le terrain pour aller dire on est là pour faire des études de faisabilité. On a engagé les procédures judiciaires contre ça. Aujourd'hui, beaucoup de cadres ont été entendus, même des cadres qui sont actuellement en fonction au niveau du Conseil départemental. L'ORDEF a fini le dossier. Le dossier a été transmis. La dernière nouvelle, le dossier a été transmis au parquet général. Dans les jours à venir, une juridiction va être faite. C'est pour vous dire que le cas de Koya est un cas parmi tant d'autres. Vous partez au niveau de Fria. Laissez-moi vous dire, les détenus au niveau de Fria n'ont pas une cour. Donc ça veut dire que les gens sont enfermés 7 jours sur 7, sans possibilité de se voir. Moi je me suis dit, en tant que ministre de la Justice et des droits de l'homme, je ne vais pas m'asseoir dans les bureaux, il faut aller vers le contact. Même si quelque part. C'est pourquoi dans les jours à venir, il y a une solution alternative que nous avons trouvée pour désengorger nos prisons. Dans les prisons, vous avez, si vous voulez, vous avez 4 catégories de personnes que vous allez retrouver au niveau de la prison. La première catégorie, on les appelle les condamnés. C'est les gens dont le jugement est terminé. Pas d'autre choix que d'exécuter leur peine. Mais écoutez, quelqu'un, vous savez, la finalité de la prison, c'est 2 choses. Punir l'individu, mais aussi préparer sa réinsertion sociale. Mais aujourd'hui, on n'utilise que la seule fonction. C'est la fonction de détention. Mais qu'est-ce que nous faisons des détenus au niveau de ces prisons? Le président de la transition a été très clair. Il faudrait que le ministre de la Justice que je suis, nous puissions prendre toutes les mesures nécessaires pour que les personnes qui sont en milieu carcéral puissent bénéficier, si vous voulez, des métiers comme dans les temps. Il faut les occuper à des choses. Donc, nous sommes en train de réfléchir. Ça va être dans les 3 prochains mois. Nous ferons le point de la situation pour nous permettre d'aller vers les objectifs.
Mais pour le moment, nous allons mettre en place ce qu'on appelle les juges de l'application des peines. Quelqu'un qui a déjà pris la moitié de sa peine pour vol de poulet, c'est un exemple que je donne. S'il y avait le juge de l'application de la peine, cette justice qui fonctionne sous la base du code de procédure pénale, qui prévoit qu'on peut réaménager même la peine, je crois que ça va déjà porter davantage ces prisons-là. Dans les jours à venir, vous remarquerez que les juges d'application des peines vont être institués auprès de chaque juridiction pour examiner cas par cas le cas de ces condamnés. Deuxième catégorie de personnes que vous allez retrouver dans les prisons, ce sont les détenus préventifs. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été condamnés, mais ils sont en attente d'être jugés. Soit parce que le juge d'instruction a clôturé l'information judiciaire qui aboutit à des indices concordants ou à des charges suffisantes contre eux, les renvoyer devant les tribunaux criminels ou correctionnels, mais du fait que le procès ne se tienne pas, ils sont là-bas assis, le dossier est clôturé, pendant des années et des années, ils sont là-bas sans aucun procès. J'ai demandé au directeur de l'administration pénitentiaire de procéder à leur identification. Un premier travail a été fait pour permettre à ces personnes-là de voir leur dossier programmé pour que la juridiction puisse dire si elles sont coupables ou pas, puisque c'est un principe universel aussi qu'une personne en détention, son dossier doit être traité dans un délai raisonnable. Donc, au-delà de ça aussi, vous avez le cas des mineurs. Vous savez, en principe, il doit y avoir des établissements pour mineurs. Vous regardez dans notre pays aujourd'hui, par manque d'infrastructures, ces mineurs sont dans les mêmes maisons centrales, des maisons d'arrêt, que des personnes, des personnes majeures qui sont en conflit avec la loi. Qu'est-ce qu'il faut par rapport à ça? Il ne s'agit pas de dire ou de dénoncer, mais il s'agit d'aller vers des actions concrètes. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir sous ma main un directeur de l'administration pénitentiaire tant bien que moi. Je sais que les gens le critiquent un peu partout, moi je leur dis qu'il ne faut pas qu'ils écoutent les gens. Tant que vous avez la confiance de vos départements, faites votre travail, il est fait pour parler, il ne faut pas faire de lui les objectifs. Il est en train de faire un excellent travail parce qu'aujourd'hui, si vous rentrez dans les prisons, vous verrez déjà qu'il y a un secteur qui n'est réservé qu'aux mineurs. Vous avez les éducateurs sociaux qui sont là-bas avec eux. Donc on peut dire que de ce côté aussi, on a pu doter, ça c'est déjà un défi qui s'est lancé à tous les ministres de la Justice, celui de trouver un siège pour le tribunal pour l'enfant. Pendant 10 ans, ça n'a pas été fait. Mais en 2 semaines de notre prise de fonction, avec l'appui de M. le Président de la Transition, si vous regardez aujourd'hui, au niveau de la sous-région, en termes d'ameublement et autres, on peut se frotter la main pour dire que la Guinée, à travers le ministère de la Justice, a pu doter une juridiction pour mineurs qui fonctionne avec les magistrats, qui sont en train vraiment de faire un travail formidable à ce niveau pour nous permettre de pouvoir respecter les droits de ces mineurs-là. Donc, de manière générale, au niveau de la détention, que ce soit du côté de Koya pour vous répondre, que ce soit du côté de Flia, on n'en parle même pas du côté de Zélécoré, le travail de fond doit être fait pour la reconstruction des prisons. Vous avez retrouvé tout de suite des partenaires qui sont juste en attente. Ils viennent effectivement pour que nous discutions des projets de réalisation des infrastructures que le département de la justice, à travers l'appui de M. le Président de la Transition, doit faire à court, moyen et long terme. Merci, M. le ministre, pour cette réponse. Monsieur, vous voulez ouvrir justement à une question, peut-être pour la circonstance. Monsieur, allez-y, monsieur. Merci, Monsieur le ministre. Je vais commencer par vous féliciter pour les résultats obtenus en peu de temps, parce que ce n'est pas évident
100 jours, 3 mois, on puisse s'inscrire dans une dynamique d'inverser la tendance de la perception du citoyen par rapport à la justice. Et pour ce travail, pour cette dynamique enclenchée, ils ont mérité félicitations et une reconnaissance fondamentale parce que, comme l'a dit l'autre, il faut le voir à Dieu, il faut voir à la justice et vous y trouverez Dieu. Cela dit, je voudrais vous inscrire dans la dynamique de votre raisonnement tout à l'heure pour vous poser 3 questions. La première,